Suite de ce Bienvenue chez vous, tout à l'heure, dans à peu près 10 minutes, on a rendez-vous avec Amélie Nothomb pour parler de Barbe Bleue, mais tout de suite, la parole est à Virginie. C'est à moi, d'accord. Alors on fait les buzz du net, Ce serait bien. Sur le net, très bien. Une Alors, grosse on va demande parler là-dessus. de sport. Ah, Qui est sportif? Qui a fait de l'athlétisme quand il était jeune? Marion. Non. Marion? Attends, c'est toujours Marion. Non, personne. Bah non. À l'école. Personne. Non, à l'école. Ouais, voilà. Voilà, c'est Oui, ça. au collège et encore. L'obligation. Est-ce que vous avez déjà essayé le saut à la perche? Bah, c'est un truc, j'ai voulu le faire, c'est très compliqué. Mais ça fait très peur. Contrairement, on a l'impression quand on les voit, hop, hop, bah, c'est pas du tout ça, c'est un truc de fou. Oui, j'en ai fait un peu, mais à du petit niveau, vraiment du tout petit niveau. Mais c'est un truc de dingue la perche, hein, quand on... Regardez, j'ai un professionnel du saut à la perche. Ah, Ah, il fait déjà du skate Je le déjà sens pour pas bien. commencer. Elle y va en skate. oh, Oh la vache. il a fait ça avec quoi? Avec un skate? Ah ouais, non, parce que mon trouvez ça moniteur est trop très loin. facile? C'est trop simple. Vous trouvez ça trop facile? Ouais. Vous avez autre Vous voulez chose? la revoir? Ouais, je vais Allez, on revoit. Je vous imagine bien sur un skate en train d'essayer de sauter Fichez-vous de moi. à la perche, Regarde, Jean-Luc, regarde, regardez. attends, c'est pas évident, hein. À la prochaine étape, il atterrit sur une poutre en fait. Et il saute à combien, on le sait? Non, hauteur. j'ai pas mesuré, j'étais pas là. C'est pas moi qui ai filmé en fait. D'accord. Je trouve ça sur internet. On a autre chose? Oui, on reste dans le sport avec un boxeur, mais pas vraiment. On parlait de slip tout à l'heure. Un Ah oui, boxeur, maintenant. un homme en short, mais qui est vraiment pas doué. Regardez. C'est vrai que c'est juste mal tout seul. Il se met KO tout seul. Ah, il met le KO. Ah, il s'est mis KO tout seul. Ah ouais, ben moi... Bonjour, merci d'être venu, au revoir. Merci. Super, il s'est mis KO tout seul. Tout seul, comme un grand. On peut le revoir, parce que ça, je voudrais juste... C'est possible de le revoir? Tout est possible. Ah, ce serait bien. Au début, ça se passe bien quand même. Ah ouais, là, ça va. Ouais. Ça, on se dit, tiens, comment... Et alors, il est trop, justement, trop dans le Enfin, on rit, mais c'est pas risible. En même temps, on peut pas en pleurer. Hein. C'est le KO tout seul, c'est le KO tout seul. Ah, enfin... Et on termine avec les geeks. Vous savez ce que c'est qu'un geek, Jean? Un geek, c'est un passionné, mais quand je dis passionné, c'est un frappadingue d'ordinateur. Il est sur le net ou sur son ordi du matin au soir, il joue, il connaît tous les jeux par cœur, il connaît Plus tout. de vie sociale. Non, 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 dans la maison. Bah oui, bah chacun a Si, parce que moi, des fois, on me dit, va dans le bureau des geeks. Des geeks. On a un bureau Et des je me geeks dis, chez nous. donc, il est où le bureau des geeks? J'aimerais bien savoir qui est chez nous geek. Bah ça, je vous dirai ça dans les couloirs, Jean-Luc, quand même. J'aimerais bien savoir, moi, qui est geek chez nous. Bon. Et bah vous allez voir que les geeks ont de l'humour, Ah, mais ça j'en suis sûr, oui. parce que sur Internet, ils ont fait une chanson pour se décrire, pour qu'on les comprenne mieux, et c'est assez rigolo. Ils ont vraiment en plus des têtes de geeks. Ah bah, il faut être content. Je discute à coups d'acronymes et de smiley. GG, Noël, DTC, Géry, LOLXD. Le fais-je pour m'exprimer ou juste pour copier? Qui ose dire du mal de ma console préférée? Je lui réponds, t'es j'ai gros con, tu fais pitié. JB.com m'a appris à argumenter. Ou le forum spécial gagnant de chez Gamecult. Le web ne m'apprend rien. Les gens de là écoutent trop juste pour un rien. Le web ne m'apprend rien. Sauf Wikipédia à la veille d'un examen. Ah, quand même, hein, Ah, c'est pénible. pas Hein. mal, hein. Autant ils doivent être très bons dans leur domaine, autant en chanson. Là, on va dire non, hein, comme Britney. Hein. Ah, comme Ah, Britney. non, c'est trop. Et il ferait un concert à Nice, est-ce qu'il y aurait du monde? Ah, je ne sais pas, peut-être plus que avec Lady Gaga, qui sait. Ah, vous allez vous faire une copine, vous, je le sens aujourd'hui. Hein. Ah, ouais, je sens ça. C'était Voilà. bien? C'est terminé? Ça vous a plu? Ah oui, nous, en tout cas, ça nous a plu. Prochaine victime dans cette émission, elle s'appelle Marion. Elle a la lourde tâche maintenant de nous parler donc de l'hippopotame, cet animal qui mange beaucoup. Et des fois, on se dit, mais à quoi ça sert un hippopotame? Alors, à quoi ça sert un hippopotame? Il faut déjà savoir que tous les animaux ont un rôle dans la nature. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de biodiversité, c'est un ensemble. L'hippopotame, c'est un gros animal qui mange beaucoup, 40 kilos d'herbe tous les jours en moyenne.
Et puisqu'il Il mange que de l'herbe, mais il est aussi gros. Il mange que de l'herbe. On nous dit toujours manger des salades pour faire régime. Oui, C'est pas forcément vrai. 40 kilos de salade par jour. Ça fait beaucoup. Comme On les quoi, voit, là, hein. les fruits et les légumes, ça fait grandir. C'est toujours dans l'eau, là, Nippo? Alors c'est toujours dans l'eau, oui, puisqu'ils sont des animaux d'Afrique subsaharienne. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas de poils sur le corps, à part des épaisses moustaches et puis des poils au-dessus des oreilles. Et ils vont se déshydrater très vite hors de l'eau. élégant, hein, oui. Et oui, c'est un animal très, On en a aussi à la très maison. élégant. Ah, des noms qui aiment sur les On oreilles. verra ça dans les couloirs. Effectivement. Et c'est un rapprochement avec le bureau des geeks. Vous allez vous faire des copains aussi, vous, je le sens. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers vous parce qu'il pense que vous allez lui donner à manger, c'est C'est ça? ça. Alors ici, notre femelle Mara, qui est une femelle qui a 23 ans, qui ouvre sa bouche, et notre mâle Kinshasa, on voit la très grande différence avec les dents. Donc eux, ils ouvrent la bouche puisqu'ils réclament à manger, hein, tout simplement. Dans la nature, un hippopotame qui ouvre la bouche, il ne réclame pas à manger, il n'est pas non plus en train de bâiller, il est tout simplement en train de prévenir qu'il va attaquer. L'animal pèse C'est pour pour les montrer grands ses dents, mâles, quoi. 3 tonnes. C'est pour Il en a montrer plus ses dents, qu'une, lui. qui sont des armes. Oui, il s'est cassé la deuxième. Mais les dents du haut comptent aussi, hein, les incisives. Et chez l'hippopotame, les chefs, ce ne sont pas les plus intelligents, ce sont les plus forts et c'est ceux qui ont les plus grosses dents. Ah, Ça vit jusqu'à quel âge hein Jusqu'à 40 ans dans la nature, 50 ans en captivité. vous D'accord. aviez vu... Moi, je suis déjà allée aux Zoo d'Amnéville plusieurs fois et une fois il y avait une animation, il nous expliquait que la femelle et le mâle se disputaient régulièrement, elle lui Oui, mais faisait ça, souvent c'est la normal, tête. Et notamment une fois où, lors de la reproduction, le mâle avait failli noyer la femelle parce que je crois qu'ils font ça dans l'eau. C'est ça, sous l'eau. Et il a failli la noyer. Oui. Voilà, du coup, elle lui parlait plus. Enfin, elle lui parlait plus. Elle faisait la tête, quoi. C'est ça. Notre femelle a un très fort tempérament. Et pour soulager notre mâle, il a un enclos, l'agneau en les rentre. Quand vous dites Et- qu'elle a très fort tempérament, c'est-à-dire elle adore ça? Elle est bichemeneuse. Ah non, elle est Elle est non, non. bichemeneuse. Ça, c'est vous, la Non, bichemeneuse. au contraire, elle n'est pas biche-meneuse, justement. Elle est plutôt. Elle mène sa vie en solitaire avec ses enfants. Mais, Ah, elle veut plus du monsieur mais après. voilà, le mâle se fait très souvent chasser. Ah oui, carrément. Oui, et violemment. Ah bon? Malgré le fait qu'elle soit toute petite. Et le soir, en objet, il dort seul. En même temps, il a voulu la noyer, il y a une raison. Bah oui, mais parce que sinon, il se fait harceler sans cesse. Quand il s'approche, elle le repousse violemment. Ah bon, mais Ouais. c'est comme le cerf, c'est une fois par an ou c'est quoi? Non, c'est pas une fois par an, mais c'est un animal qui a un fort tempérament. Dans les zoos, on parle plus en termes d'espèces, on parle en termes d'individus. La nôtre a ce qu'on appelle un mauvais caractère, et nous avons d'autres femelles qui ont également développé un très fort caractère. Notre toute petite tigresse de Sibérie, qui pèse à peine 150 kg, tandis que le mâle fait le double, c'est pareil, c'est la chef. Ça m'étonne pas, ça. Hein, ça vous Ouais. étonne ça? Non, hein? Ça m'étonne Clément, pas non ça vous plus. étonne ça? C'est le comportement des animaux a souvent des ressemblances avec le comportement des humains. Ah bien, Faut s'en Clément. apercevoir. Très bien. Vous voulez dire quelque chose sur l'hippopotame ou vous avez des choses à dire ou non? Ou on peut enchaîner? Alors, c'est pas des animaux que je connais forcément parce qu'on n'en a pas au parc. Ah bon, il n'y en On est avait pas en plutôt Lorraine sur le- autrefois. Il faut imaginer qu'en Lorraine, il y a des milliards d'années, il y avait Voilà. l'eau. Hein. Mais oui, non, je connais pas bien cet animal-là et ça m'a l'air très intéressant. Pourquoi les oreilles qui tournent tout vite Tout simplement pour capter les sons. On m'avait dit qu'il y a un vrai risque pour les photographes en Afrique, c'est au moment où il y a les petits. C'est-à-dire que les photographes se mettent à l'entrée des mares, où les hippopotames sont assez loin, même avec leurs objectifs, ils ne se rendent pas forcément toujours compte de la distance. Et comme beaucoup d'animaux, les adultes protègent les petits de l'année. Et si les photographes arrivent avec toujours cette idée que l'objectif peut être un fusil, enfin on imagine, souvent l'hippopotame plonge sous l'eau et avec une rapidité se rapproche du photographe. Et il y a beaucoup d'accidents de photographes en Afrique C'est ça. à cause des hippopotames. C'est très très dangereux. Et on oublie qu'ils sont rapides en plus. On C'est oublie vrai que voilà, c'est Ah bon, des ils sont animaux rapides, qui Oui, nagent et extrêmement les gens bien. ne pensent pas que ça court, mais un hippopotame, ça court aussi vite qu'un cheval au galop. Ah oui, Ah Quand ouais. il charge, oui. j'aimerais bien voir ça. ça va être Oui, alors nous ça arrive que les jeunes se disputent, et il s'agit que de jeunes, hein, ils font seulement 1 tonne, et déjà c'est très impressionnant, seulement. Mais oui, dans la nature, il y a beaucoup d'accidents avec les photographes et également avec les populations villageoises, malheureusement, puisque un hippopotame défend son territoire et ils peuvent même renverser des barques. Mais dans la nature, un hippopotame, il fait quoi? Qu'est-ce qui fait que voilà, il est utile pour la nature, un hippopotame? Ils vont jouer un rôle de fertilisant, puisque le crottin d'hippopotame, Oui. c'est un peu comme le crottin de cheval, c'est un très bon engrais. L'hippopotame fait tout dans l'eau, y compris ses besoins. Ah, c'est dans l'eau, lui. Oui, c'est dans l'eau. Mais Quand il sort de l'eau, c'est pour manger. Ah. C'est tout.
Donc les poissons mangent... Les poissons peuvent également manger les engrais, enfin les crottins qui servent d'engrais. Et nous, ensuite, on mange les poissons et ainsi de suite. C'est le cycle de la vie. Maintenant que vous nous dites ça, c'est différent. Voilà. Merci. En tout cas, on a quelques photos de naissance, quelques images de naissance aussi aux eaux d'Amnéville cet été. On va vous montrer les premières. Il s'agit d'un orang-outan. Tout à fait. Le petit Douy qui est né en juillet, donc qui est un orang-outan. C'est très rare, les naissances de grands singes en captivité. On est vraiment très contents. Ce sont des animaux qui malheureusement sont extrêmement menacés dans la nature. Ils pourraient à long terme disparaître très rapidement. Oui. Et voilà donc ce petit animal. La maman et le bébé se portent bien? Se portent très bien, oui. Bon. Oui. On a d'autres naissances aux eaux d'Amnéville. Et notamment, je crois que ce sont des... C'est quoi? Une otarie. Alors une otarie, voilà, une otarie patagonienne. Qui là avait déjà quelques jours, et voici nos otaries de Californie. Donc on a eu 3 naissances en tout. Ce sont des animaux qui ont un training médical pour les femelles, donc on peut faire des échographies sur des animaux volontaires sans les anesthésier. Alors voici un tamarin empereur avec le petit qui est sur le côté, sur le dos, sur la tête. Oui, ça c'est la maman. Et puis ici nous allons passer au rapace. Avec donc ça c'est le bébé, hein? Les jeunes, oui, le bébé tout dufteux, c'est très impressionnant l'aspect des milans, qui sont encore des rapaces. On a eu énormément de naissances d'oiseaux. Et puis ils vont grandir également très vite. Et voilà pour terminer. Alors ici ça doit être les arfans, ce sont des chouettes blanches. Et on a eu une naissance très rare de vautours. Alors là on les a pas, on a seulement nos vautours au rat. Nous, on a eu une naissance de vautour à tête blanche. C'était la première naissance depuis 1989. Ah oui. En captivité. Parfait. Oui. Voilà, je crois qu'on a fait un bon bol d'air, si j'ose dire. On était pris un bon bol d'air pendant on était faire un tour sur toute cette grande région. On va remercier Clément. Merci beaucoup. À bientôt. Aussi. Merci à vous, Marion. Merci. À la semaine prochaine. Oui. Merci Stéphane. Merci. Demain, matinale, réveil, donc je ne sais pas quelle heure, mais en tout cas, à l'antenne, vous y êtes à 6h30. 6h30. C'est quoi votre réveil alors, finalement, parce que c'est 4h. Ah, vous réveillez à 4h quand même. 4h, ouais. 4h. Hein? C'est trop dur. Ah oui, c'est vrai que vous l'avez fait cet Je été. l'ai oui. fait quand il est parti en vacances. Ouais. Je l'ai détesté. Merci. On se donne rendez-vous demain, mais tout de suite, nous allons partir pour Nancy. Nous avions rendez-vous il y a quelques jours avec Amélie Nothomb pour Barbe Bleue. Là encore, c'est un beau moment de télé. Regardez. Mesdames, Messieurs, bonjour. Quel bonheur, quelle belle rencontre. Amélie Nothomb, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. J'avais envie de vous rencontrer depuis de nombreuses années. Et là, voilà. Et moi, depuis encore plus d'années que vous, Jean-Luc. Eh oui, je sais bien, mais tout ça, c'est de l'art, hein, c'est du passé. En tout cas, moi, je vous suis depuis très longtemps. Ça fait maintenant 20 ans que vous êtes à la une. Ça fait 20 romans que l'on connaît, c'est le 21e. Oui. Et puis, il y a des romans que vous écrivez que vous ne publiez pas. Et vous dites, dès 4 heures du matin, je me mets à disposition d'écriture. C'est ça. Et si l'écriture ne vient pas, vous êtes levé pour rien? Eh bien, il ne se produit jamais qu'elle ne vienne pas. Le secret, c'est d'écrire absolument tous les jours, sans interruption, sans aucune exception, moyennant quoi le robinet de l'inspiration coule toujours. On a l'impression que c'est facile pour vous. Est-ce que sur les 20 ans que vous avez vécu en tant que star littéraire, entre guillemets, est-ce que l'écriture a changé? Est-ce que vous avez senti une différence entre 1992 et 2012, par exemple? Est-ce qu'on lit différemment? Il faut l'espérer, parce que tant écrire pour ne pas évoluer du tout, ce serait vraiment désespérant. Cela dit, c'est un changement qui prend beaucoup de temps, qui est très lent. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, que je vais quand même vers plus de sobriété avec les années, vers une écriture de plus en plus transparente, de plus en plus dépouillée. Mais bien sûr, c'est un processus infinitésimal. Vous avez combien de vies, Amélie Nothomb? J'en ai une seule, mais c'est vrai que le fait d'être romancière et d'être en train d'écrire mon 75e roman donne souvent l'impression que j'en ai eu à peu près 75. Alors, ce Barbe Bleue, hein, bon, c'est un conte classique, on connaît la version de Perrault, et vous avez apporté votre touche personnelle. C'est une libre adaptation, finalement, de ce classique. Oui. Barbe Bleue a toujours été mon conte préféré depuis que j'ai 3 ans, mais en même temps, il y a toujours quelque chose qui... pas que vous aimez le personnage. Mais si, parce que je trouve que Perrault n'a pas été juste avec lui. Sur le fond, qui est Barbe Bleue? Barbe Bleue est un homme qui a un secret et qui demande à ses femmes de respecter son secret. Est-ce que c'est tellement impossible de respecter le secret de quelqu'un?
Je trouve que justement, en amour, c'est plus important encore que dans les autres domaines de respecter le secret. Mais ça fait penser un peu à Dieu dans la pomme et Ève, hein, parce que là aussi, on a bien dit dans le jardin qu'il ne fallait pas toucher à la pomme. C'est quand même très différent, parce que Dieu, dans l'histoire de la pomme, c'est un peu un salaud. Hein. Il punit, il est le créateur. Barbe Bleue n'est pas un créateur, c'est un homme qui veut simplement se marier, mais pour autant, même s'il dit à sa femme « tu peux aller dans toutes les pièces de ce somptueux château », cette pièce-là, je te demande de la laisser pour moi. C'est pas un créateur castrateur, c'est simplement un homme qui veut qu'on respecte son jardin secret. Alors, plus je lisais ce livre, et plus j'avais votre image à la place de l'héroïne. Alors, je me suis dit, Saturnine, c'est Amélie Nothomb. Il y a 20 ans, j'étais certainement Saturnine, quand j'étais cette jeune Belge qui débarque à Paris avec l'impression de vivre une aventure fantasmagorique, ce que c'était un effet pour moi. Et la galère pour se loger, sûrement. Et la galère pour se loger, qui m'a fait en effet accepter des colocations absolument invraisemblables dans des conditions douteuses. Il n'y a pas de bouquin sur la coloc encore. Disons que celui-ci est un livre très métaphorique sur les colocations que j'ai pu vivre. Mais c'est aussi un bouquin sur l'alchimie, oui. Parce qu'on vous parlait beaucoup de symboles, hein, l'or, oui. Le jaune, enfin... Donc à un moment donné, alors j'ai regardé, parce que je feuillette un peu aussi les Wikipédia et autres journaux, et je me dis, l'alchimie que vous voulez mettre en place, on a l'impression que vous voulez parler du mélange plomb-or, et que le plomb, c'est le côté noir, si j'ose dire, oui. Et que vous voudriez emmener votre héroïne vers le côté or. Je sais pas c'est pas mal vu. Disons que la quête des alchimistes, tout le monde la connaît, il s'agit de transformer le plomb en or. A priori, on se dit, bon, c'est bien joli tout ça, mais enfin, si c'est jamais que pour produire de l'or, c'est peut-être un petit peu mercantile. Mais non, le véritable fond de l'alchimie, c'est que le plomb, c'est nous. C'est notre lourdeur, notre noirceur, notre épaisseur, qu'il convient de sublimer pour en faire quelque chose d'extraordinairement lumineux et transparent et ductile. C'est nous qu'il s'agit de transformer en or. D'où l'extraordinaire triomphe de Saturnine à la fin du livre. Saturnine, ça veut dire plomb, dont on connaît tous le saturnisme. Et la dernière phrase du livre, c'est qu'elle se transforme en or. Voilà, mais on ne va pas tout raconter, parce que si vous commencez à lire ce livre, vous allez d'emblée jusqu'au bout, mais vous n'allez pas vous dire, je vais le lire une partie aujourd'hui ni demain. Moi, je suis passé par là. Vous prenez le bouquin, vous allez jusqu'au bout tout de suite. Alors, cette héroïne, au début, on se dit, bon, elle quitte une copine belge qui est en colocation du côté d'Euro Disney. Oui. Et elle voit une petite annonce, donc elle dit, je vais y aller. Oui. Et là, elle arrive dans un hôtel particulier, c'est un hôtel particulier magnifique. Oui, du 7e arrondissement de Paris. Oui. Quand on n'est jamais allé dans ces hôtels particuliers du 7e arrondissement ou du 8e, et qu'on arrive pour la première fois, on n'en revient pas de la hauteur sous plafond. Surtout quand on vient de visiter 25 bouges infectes suite à des petites annonces trompeuses. Et là, à ce moment-là, elle découvre le maître des lieux. Bon, on va passer le casting, hein, parce qu'elles sont plusieurs. Oui. Bon, elle est choisie, on vous laissera découvrir comment, pourquoi. Oui. Et tout de suite, lui se rend compte qu'elle a quelque chose de plus. Elle a bien dans la tête l'idée de ne pas se laisser faire. C'est ça. C'est là où je vous ai reconnu. Parce qu'elle se bat tout le temps. Il n'y a pas une réplique où il n'en prend pas plein la tête. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il est averti. Une des femmes qui veut aussi de cette colocation lui dit « Mais est-ce que vous savez que les 8 précédentes qui ont accepté cette colocation, et qui étaient toutes des femmes, ont toutes disparu dans des circonstances mystérieuses. » Donc Saturnine est au parfum, elle comprend qu'il faut se méfier de cet homme-là, et elle veut lui faire comprendre qu'elle n'est pas une chochotte, et qu'il a affaire à une dure à cuire. Mais qui donne Hélène Merriot? Il vient d'où? C'est un grand d'Espagne, alors il se présente d'entrée de jeu comme l'homme le plus noble du monde, donc Saturnine se dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de dingue ?» En plus, c'est un catholique complètement délirant, au-delà de la bigoterie, qui tient des propos extravagants, et qui, d'entrée de jeu aussi, indique une chambre noire en disant « Et vous pourrez entrer dans toutes les pièces de cet hôtel particulier, mais pas dans la chambre noire, sinon il vous en cuira. » Donc elle comprend bien que, voilà, il la met au défi de quelque chose, et elle dit, elle pense, mais si tu t'imagines que ça m'intéresse, ta chambre noire, je ne vais jamais y entrer. Et ce personnage, vous l'avez inventé pour le livre, ou c'est déjà quelqu'un que vous trimballez depuis quelques histoires non parues? J'ai entendu ça. C'est en effet, Don Elemerio Nibal y Milcar fait partie de ma population intérieure. Je lui cherchais un emploi à sa mesure. Quand il s'est agi d'écrire Barbe Bleue, j'ai trouvé qu'il convenait parfaitement. Ce qui ne me va pas dans Barbe Bleue, c'est l'inspiration de Perrault. Perrault a choisi Henri VIII, clairement, comme modèle pour Barbe Bleue. Je n'aime pas Henri VIII, je trouve qu'il n'y a pas moyen de tomber amoureuse d'Henri VIII. Donc je me suis dit, comment choisir un homme à la fois assez énorme pour être Barbe Bleue, mais dont on puisse cependant s'y prendre, qui est quand même une séduction très particulière. Alors j'ai choisi quelque chose de très différent d'un Anglais, à savoir un Espagnol. Mais il met vraiment tout en œuvre pour la séduire, parce que on apprend au fur et à mesure de l'histoire que dans un premier temps, bon, il lui propose du champagne, elle adore le champagne, deuxième regard. Ensuite, il lui propose de dîner avec elle. En même temps, je me dis, à tout moment, on se dit,
est-ce que lors de la première nuit, le lendemain, il lui rendra sa liberté? On a l'impression qu'au début, elle s'est mise dans les griffes du loup et qu'il ne la libérera pas. Et page suivante, on se rend compte que, bon, elle prend le fil de sa vie et elle continue à vivre normalement. Elle invite même des copines à venir partager le repas du maître. Mais elle est pragmatique et elle a peur de rien. C'est aussi pour ça qu'il fallait que ce soit une Belge, parce que les Belges, les femmes belges, quand même, comparées aux femmes parisiennes, c'est vraiment pas des chochottes, elles ont peur de rien. Donc elle dit, après tout, la chambre est très, très confortable, il m'empêche pas d'entrer, il m'empêche pas de sortir, pourquoi j'inviterais pas des copines à prendre le thé pour qu'elles voient comme la piole est sympathique? Et il va loin, il va jusqu'à lui coudre des vêtements. Oui. Et à un moment donné, c'est quelque chose d'assez drôle parce qu'elle aime le Saint-Honoré, il lui confectionne un Saint-Honoré. Oui. Et à ce moment-là, il lui fait un genre de demande en mariage et lui dit, on ne se marie pas pour un gâteau. C'est un truc comme ça. Et ça, je me suis dit, c'est vrai quoi. Quand même. Mais cela dit, le Saint-Honoré qu'il lui fait a l'air très bien. Oui. Donc en même temps, au passage, je livre quelques conseils. Si vous voulez me plaire, offrez-moi du très bon champagne, faites-moi un Saint-Honoré et ces sortes de choses. Et alors, autant la première partie est très rythmée, c'est-à-dire que la première partie du livre, enfin, on la lit vite et on a besoin de savoir pour connaître les personnages. Et la deuxième, on a l'impression que l'histoire ralentit un peu parce que l'angoisse arrive, quoi. L'angoisse arrive et puis se posent les véritables termes de l'énigme. Parce que très vite, on va comprendre que Barbe Bleue, c'est le personnage qui joue Barbe Bleue, Elémyrio, il a une raison pour se conduire comme ça. Il a un code de plaisir très très particulier. Il veut obtenir le comble de son plaisir. Et Saturnine elle-même, qui se prend au jeu, qui devient fascinée par ce personnage, qui même tombe d'une certaine façon amoureuse de ce personnage qu'au début elle méprise, elle veut comprendre quelle est la clé du plaisir d'Elémyrio. Alors je ne vous dirai pas, parce que je vous laisserai surtout le soin de découvrir comment les parents d'Elémyrio sont morts. Nous en avons tous rêvé. Oh non, quand même pas. Franchement pas. Là, vous provoquez gratuitement. Et puis, bon, après, la fin, forcément, comptez pas sur moi pour la donner. En tout cas, on passe un bon moment. C'est un peu ce que vous recherchiez, nous faire passer un moment, nous évader pendant quelques temps. Et là, vous y êtes arrivé. Maintenant, je voudrais juste prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous, vous, l'auteur est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous vivez tous les jours? Est-ce que le monde ne va pas trop vite? Est-ce que les gens ne deviennent pas trop fous? Est-ce que vous réussissez à vivre pleinement Il y a 15 questions dans votre question. Individuellement, j'ai envie de dire que je vais bien. Là, franchement, c'est plutôt bien comparé à des choses que j'ai pu connaître à d'autres périodes de ma vie. Maintenant, ça n'empêche pas que le monde me fait peur. Je ne vois pas tellement de raisons de me réjouir de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Alors évidemment, là, si je regarde par la fenêtre, je vois la place Stanislas qui rutile au soleil, je me dis la vie est belle. Mais bon, à côté de ça, quand on voit ce qui se passe en Syrie, en Libye, etc., on a quand même un peu peur. Est-ce que lorsqu'on a la présidence, comme vous l'avez eu, du livre sur la place, c'est quelque chose qui vous touche? Est-ce que... parce que vous pourriez dire, bon, finalement, je ne suis pas obligé d'accepter, j'ai ma notoriété. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche et pourquoi? C'est un cadeau. J'aurais pu refuser, mais ça aurait été de l'ingratitude de ma part de refuser. C'est un honneur considérable pour une personne comme moi, qui n'est même pas française. Vous vous rendez compte, une présidente belge, c'est carrément une contradiction dans les termes. Donc moi, la première chose que j'ai pensé, quand on m'a proposé ça, c'est je vais accepter, mais pourvu que je sois à la hauteur. Oh bah, je pense que vous allez être à la hauteur et vous avez toujours ce tissu d'amis, donc de fans, qui vous... Mais j'insiste sur le terme d'amis parce que j'ai horreur du mot de fan, je ne l'emploie jamais. Mais mes lecteurs, soit ce sont des lecteurs, soit ce sont des amis, mais en aucun cas des fans. Est-ce que vous n'avez pas inventé Facebook avant Facebook, Amélie Nothomb? C'est ça qui est extraordinaire, c'est que quelque part vous avez raison, mais je suis justement la personne totalement analogique qui ne possède pas d'ordinateur, qui ne sait pas comment ça fonctionne et qui n'est donc sur aucun réseau social. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant que vous fêtez vos 20 ans de succès? Que ça dure. Encore 20 ans? Que ça dure. J'aime énormément ce que je fais et je le fais dans les meilleures conditions. Donc ce que j'espère, c'est que ça va durer. Je vais vous remercier pour tout cela. J'avais juste une question personnelle. En 20 ans, quelle a été la plus belle rencontre? Ça ne vous regarde pas. Merci beaucoup. Allez, je ne dirai pas la mienne non plus. Voilà. À bientôt. À bientôt, Jean-Luc. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma banque.